Bonjour, bienvenue à cette petite conférence. Voilà, c'est une conférence qui est organisée pour et par les amis de la Confédération Paysanne, qui sont les citoyens qui soutiennent le syndicat agricole qui s'appelle la Confédération Paysanne. Voilà, alors je vais tout de suite vous présenter, me présenter moi, je suis le président des amis de la Confédération Paysanne. Alors mon micro marche très bien, et simplement il est relié à la caméra qui est là, et lui il a mon son. Et mon micro n'est pas censé, alors je parle fort simplement pour que vous m'entendiez, mais il n'y a pas de relais sur un haut-parleur. Voilà. Donc je disais que j'étais le président des amis de la Confédération Paysanne de Charente-Maritime, le groupe local qui soutient le syndicat de Charente-Maritime, de la Confédération Paysanne. Et je suis ici accompagné de deux personnes, Jean-François Périgné, qui est secrétaire national trésorier de la Confédération Paysanne, et du trésorier national des amis de la Confédération Paysanne, au niveau national, donc je le répète. Voilà, et d'un certain nombre de copains aussi des DOM et des TOM là, qui peuvent peut-être se présenter. Des DOM, voilà. Tu viens d'où alors, dis-moi? Alors, moi c'est Alex, je suis de la Guadeloupe. De Guadeloupe, d'accord, super. Ici, Et toi, tu es? Moi c'est Benamou Tavirel, je viens de la Réunion. D'accord. Et il y en a un autre là. Et il y en a un autre là, voilà, qui va se présenter. Tu viens d'où? Mayotte. Et tu t'appelles comment alors? Atoum, d'accord, super. Bah viens. Voilà. Et donc cette petite conférence va se passer en quatre points. D'abord, moi je vais faire une petite présentation des amis de la conf en général et de la conf de Charente-Maritime pour dire ce qu'on fait, pourquoi on est là. Et Michel va nous parler de la campagne des amis de la conf nationaux qui est déclinée ici au niveau local aussi, qui s'appelle Décidons de notre alimentation. Voilà. Et Jean-François Ali va nous parler de l'intérêt qu'ont les agriculteurs à avoir l'avis des citoyens. Des paysans, pardon. Effectivement. Nous, c'est la culture paysanne, c'est vrai. Et puis nos amis des DOM, eux vont nous parler de leurs problématiques à eux, et on va pouvoir échanger aussi, et ça sera très intéressant justement sur leur agriculture paysanne et les problématiques qu'ils ont. Voilà, donc je me représente, Jérôme Blot, président des amis de la conf de Charente-Maritime. Voilà, alors les amis de la conf, ça fait 15 ans qu'ils existent. Au départ, ils ont été créés par le syndicat, qui est un syndicat de la Confédération Paysanne, qui s'est dit un syndicat citoyen. Et il avait besoin de l'avis des citoyens sur l'agriculture, sur leur alimentation, voilà. Et c'était logique que ce ne soient pas des paysans qui donnent leur avis, mais bien des citoyens. Et c'est d'abord les amis de la conf, aujourd'hui c'est 1100 personnes environ sur toute la France. Et c'était d'abord une structuration qui était plutôt parisienne. Parce que le syndicat national était sur Paris, et puis ça s'est développé comme ça ici. Et puis depuis quelques années, vraiment l'intérêt des amis de la conf, qui récupèrent des sous pour le syndicat bien sûr, mais qui ne sont pas qu'une banque, qui sont aussi des citoyens qui ont un avis à donner, c'est révélé être un intérêt aussi local, c'est-à-dire le soutien du syndicat local, et à travers des tas d'actions, à travers des sites de ferme, et je vais développer ce que nous faisons en Charente-Maritime, et ce que d'autres font dans d'autres départements. Je sais qu'il n'y a pas que des gens ici qui sont de Charente-Maritime, et je vous invite à adhérer aux amis de la conf, et à aller vers les confs locales, et à travailler avec eux, et voilà. Nous en Charente-Maritime, qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui depuis 2 ans? Alors il y a eu une histoire des amis de la conf en Charente-Maritime il y a 10 ans, qui s'est un peu arrêté, et puis nous on a repris il y a 2 ans, et en début d'année on est devenu une association à part entière. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'est appuyé sur un film participatif qu'on a fait avec Marraine Oléron Télévision. Marraine Oléron Télévision, très rapidement, c'est une télé participative qui forme des gens à faire des films en fait. Et d'ailleurs, on en a un exemple, on a un web reporter avec nous qui s'appelle Hervé Gigaroff, qui nous filme en ce moment, qui a été accompagné au départ par des salariés. Et nous, on a formé des web reporters paysans. Et on a fait un film de 45 minutes qui s'appelle Sur les chemins de l'agriculture paysanne, le projet politique et agricole de la Confédération Paysanne, qui travaille sur l'autonomie, sur la qualité, sur les paysans animateurs des territoires, qui construisent ces territoires, sur la répartition et sur le travail avec la nature, etc. C'est une démarche, en fait, c'est pas un label comme Label Bio, et c'est vraiment ce qui nous permet, de permettre à nos petites et moyennes fermes d'exister, d'évoluer dans le sens qu'on voudrait, c'est-à-dire d'être en autonomie et de subsister, en fait. Voilà. Nous, ce qu'on fait concrètement, donc on a fait des ciné-débats avec ce film, et on fait beaucoup de visites de ferme aussi. C'est-à-dire qu'on crée un lien entre ceux qui ont envie de découvrir ces paysans, ces paysannes de Charente-Maritime,
qui sont parfois sur des micro-fermes, sur des petites et moyennes fermes, qui font des produits de qualité, qui sont plus sur des produits où on fait beaucoup de valeur ajoutée, où on crée du lien avec le consommateur, avec les citoyens, et où on est très ancré dans son village, dans ses territoires. Et on vous permet de découvrir des circuits longs, des circuits courts, différentes productions, et travailler ensemble. On fait aussi des journées complètes, soit de vendange, soit de distillation, des choses comme ça. Et on continue des ciné-débats, des conférences et tout, parce que l'agriculture c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de choses à voir. On a envie de découvrir des coopératives, qu'est-ce que c'est une coopérative, à quoi ça sert, et quel intérêt pour les citoyens de travailler là-dessus. Voilà, ça se passe très bien, on était 7, aujourd'hui on est 40 et 50 personnes. On vous invite à adhérer, on vous invite à venir avec nous, à découvrir ces paysans, ces paysannes, et à faire part aussi de vos envies d'alimentation. Et se décline aujourd'hui, et je vais passer la parole à Michel, une grande campagne qui s'appelle Décidons notre alimentation, et que Michel va vous expliquer tout simplement. Oui, bonjour ça va ? Bonjour à toutes et tous. Oui, merci aussi à la municipalité d'Aulus de nous avoir invités. Et ensuite, je passerai la parole à Jean-François qui représente, lui, la Confédération paysanne. Moi, aujourd'hui, je représente les amis de la Confédération paysanne qui ont été décrits par mon ami. Et il faut dire qu'on est en train de se développer au niveau local, au niveau départemental, pour être beaucoup plus efficace et surtout pour que nous, les citoyennes et les citoyens, on puisse s'exprimer sur notre alimentation. Parce qu'on n'a pas grand-chose à dire jusqu'à aujourd'hui. En France et un peu partout dans le monde, il n'y a pratiquement aucune démocratie alimentaire. C'est-à-dire que nous, les citoyennes et les citoyens, on n'a pas grand-chose à dire sauf localement, il se passe des choses, mais sur tous les produits que vous trouvez en grande distribution ou dans la restauration rapide, etc., on n'a rien à dire. C'est les multinationales et les grandes entreprises et le syndicat, je dirais entre guillemets, majoritaire en France, qui est la FNSEA. Enfin, ce sont les gros producteurs qui décident de tout à notre place. Alors, il y en a marre, on veut arrêter ça, on veut reprendre un pouvoir sur notre vie en général et en particulier sur notre alimentation. Donc, c'est pour ça que l'association Les Amis de la Confédération Paysanne en France s'est alliée à une trentaine d'autres organisations partenaires qu'on connaît bien, comme vous avez entendu parler des AMAP, donc il y a un réseau national et même international. Il y a les Amis de la Terre, Greenpeace, Attac, enfin il y a pas mal d'organisations, y compris locales. Donc c'est avec tous ces gens-là qu'on lance cette campagne Décidons de notre alimentation, en partant justement du local, du territorial. C'est pour ça qu'on est ici. Et voilà, alors je pensais on verra si on a le temps de débattre un petit peu à la fin. Mais je pense qu'on est assez nombreux, il faut en profiter pour connaître déjà un peu mieux la Confédération paysanne, parce que plusieurs personnes sont passées au stand, mais la Confédération paysanne n'est pas si connue que ça. Les amis de la Confédération paysanne, évidemment, beaucoup moins. Hein, on mélange un peu les deux, alors qu'on a chacun notre autonomie, on s'appuie mutuellement. Voilà. Donc je passe la parole à Jean-François, qui va présenter le syndicat lui-même. Le syndicat, et puis à travers le syndicat, donc le rôle que jouent aujourd'hui les Amis de la Confédération paysanne, puisque c'est moi qui fais le lien au niveau national avec les Amis de la Conf. C'est tout simple, moi, à part si je me trompe, et vous allez me dire si je me trompe, je ne connais pas d'association qui s'appelle les Amis de la FNSEA. Je leur avais même suggéré de s'appeler les ennemis de la FNSEA et peut-être ils auraient des adhérents en masse. Bon, le paysage syndical agricole français est issu d'une cogestion organisée par l'État à la sortie de la guerre. Du coup, on a un modèle dominant, donc qui est représenté par la FNSEA et sa branche jeune, l'EJA. Et nous, on fait partie des deux autres syndicats. Il y en a un autre, c'est la coordination rurale. Et on va dire, au niveau de la représentation professionnelle dans les élections professionnelles, on est à peu près tous au même stade, vu que la FNSEA et l'EJA, c'est une grosse arnaque, parce que quand ça les arrange, ils sont deux syndicats séparés, et quand il faut aller aux élections, ils font des listes communes, et ils ont la totalité des voix, donc déjà, d'entrée de jeu, 50% des sièges, et après, ils se partagent l'autre moitié à 50% aussi. Bref, tout ça pour dire que nous ne sommes pas des agriculteurs, nous représentons des paysans et tous les travailleurs de la terre, travailleuses et travailleurs de la terre, et de la mer depuis quelques années,
Et donc du coup, l'existence des Amis de la Conf est absolument essentielle pour nous. Parce que vous vous rendez bien compte que dans les débats entre agriculteurs, au ministère, dans les interprofessions, etc., même si on est aujourd'hui considéré comme au vu de notre score, représentatif, donc au même titre, je veux dire que le syndicat majoritaire, c'est pas le cas du tout, quoi. C'est-à-dire dans les réunions, vous avez 40 FNSEA et associés, et nous on a 2 représentants, et encore souvent, sur les 2, il y en a un qui n'a pas le droit à la parole. Bref, donc du coup le soutien concret des citoyens, et en plus ça rentre complètement dans la logique du projet syndical de la Conf, qui se décline autour d'une fleur avec ses pétales, et un des pétales particulièrement, c'est le lien du paysan avec son environnement, environnement écologique, on va dire, naturel, mais aussi environnement social. Et donc le lien, et on le sait bien, on produit la nourriture, derrière il faut un consommateur. Nous on veut être fiers de ce qu'on produit, et on veut que les consommateurs aient la banane quand ils mangent les produits qu'on leur propose. Du coup le soutien des Amis de la Conf, il est super important. Il y a aussi, très récemment, des sujets sur lesquels, souvent, le consommateur, surtout l'urbain, mais peut-être pas que, est un peu déconnecté, et de plus en plus déconnecté des réalités de la nature. Je veux parler des sujets qui peuvent être clivants. Et le relais des Amis de la Conf est super important sur ces sujets-là. Je vais vous en citer que quelques-uns. La prédation et le loup. Ben, le loup, pour la plupart des gens qui habitent en ville, ben, c'est un animal légendaire, emblématique, c'est Romus et Romulus, c'est bon, peut-être la chèvre de Monsieur Seguin, le petit chaperon rouge, sauf que le loup, dans le concret, dans les zones françaises, et c'est en explosion exponentielle, qui sont directement touchées par la prédation du loup, c'est plus du tout la même réalité. Il faut qu'on puisse avoir un relais pour pouvoir aller expliquer ce sujet clivant. Il y a ce qui est apparu là, ces derniers temps, à travers L214, le mouvement vegan ou autre, que l'on ne critique pas, pas du tout, mais le sujet du bien-être animal. Et le bien-être animal, justement, nous, notre projet d'agriculture paysanne, il est garant du bien-être animal sur les fermes, et on se bat en ce moment pour que la législation et l'administration réautorisent l'abattage à la ferme, etc., etc. On a besoin de troupeaux. Par rapport à ceux qui disent plus du tout d'animaux. Non, c'est pas vrai. Nos campagnes ne sont entretenues dans certaines zones françaises que parce qu'il y a du pastoralisme et que parce qu'il y a des troupeaux. Ne serait-ce que sur le pourtour méditerranéen, pour ne citer que celui-là, par rapport au risque d'incendie. Donc du coup, maintenir de l'élevage, ça veut dire à un moment tuer les animaux. Ça, c'est une obligation. Mais effectivement, dénoncer ça, c'est très très bien et on va soutenir cette dénonciation. Par contre, aller jusqu'au bout et dire que c'est l'élevage industriel, les conditions de travail dans les abattoirs industriels, on n'a plus d'abattoirs locaux. Ici, le plus près, c'est Surgères, quoi. Et donc c'est ça aussi qui provoque le mal-être animal au niveau de l'abattage. Quelques sujets. Les pesticides, c'est un sujet aussi qui n'est pas si simple que ça à résoudre. On ne peut pas dire demain, 0 pesticides. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a une transition à faire, il y a une évolution. Tu as bien souligné, l'agriculture paysanne, c'est pas une charte, c'est pas un label. C'est pas un label, c'est une démarche. Et on a un diagnostic d'agriculture paysanne, et le paysan, il est dans sa démarche, et quand il a décliné tous les pétales de la fleur, eh ben il est en bio. Labellisé ou non, parce qu'après c'est un choix, on va dire peut-être commercial, de se labelliser ou non. Mais dans ses pratiques, il est en bio. Voilà. Et bon voilà, ça c'est juste faire le tour d'un peu la relation entre la Conf et les Amis de la Conf. Ce n'est pas qu'un appui financier. Hein. Il est important parce que les Amis de la Conf sont associations déclarées d'intérêt général, donc il y a une défiscalisation. C'est peut-être un vilain mot, mais c'est utile aussi par rapport à certains dons. Ils nous ont souvent aidés sur des procès parce que vous avez remarqué le syndicat majoritaire, ils arrivent à faire des millions de dégâts dans les centres-villes en manifestant avec des gros tracteurs et en bousillant la moitié des autoroutes. Encore dernièrement, sur la lutte pour le CHN, il n'y a jamais un paysan de la FNSEA qui est poursuivi par la justice. Nous, on va démonter juste 3 tuyaux sous le règne des socialistes et on va amener 2 caddies de tuyaux de la salle de traite de la ferme des 1000 vaches à Le Foll en lui disant Monsieur Le Foll, vous êtes ministre de l'Agriculture de gauche, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous voulez de l'agriculture industrielle ou de l'agriculture paysanne qui meuble les campagnes, qui fait le tissu social dans les zones rurales ou autres? On a juste 8 inculpés et le procès c'est le 31 mai. Donc je vous appelle à être vigilants. Parce que là, on va être condamné à 140 000 €, quoi. Juste ça. Rien qu'à Niort, les dégâts au centre-ville de Niort pour les luttes ICHN, c'est 270 000 €. Donc voilà. Donc il y a cet aspect-là, c'est sûr, mais il y a aussi l'aspect du relais des idées qu'on porte, du partage. Et puis c'est les échanges entre citoyens et agriculteurs qui font évoluer le paysan.
Moi, bien souvent, dans les témoignages que j'ai de gens qui étaient en conventionnel et qui sont passés en bio, le témoignage, c'est de dire, oui, mais du conventionnel, à un moment donné, je suis passé à la vente directe. Puis là, j'ai été confronté à mes clients. Et puis mes clients, petit à petit, m'ont dit, et c'est tout ça qui fait que le changement agricole va pouvoir se faire. Voilà, j'arrête pour la présentation et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir, parce que le symbole il est fort quand même, on est sur l'île d'Oléron, c'est un combat aussi local de l'île d'Oléron, et donc nous avons la chance d'avoir avec nous 3 représentants confédérés qui représentent chacun leur île, on l'a dit, Mayotte, la Guadeloupe et la Réunion, et je vais leur laisser la parole parce que c'est un vrai engagement pour eux de venir dans la métropole, vu les distances. Et c'est vrai que assez souvent c'est regrettable, mais ils n'ont pas beaucoup de temps de parole, donc là c'est un moment privilégié et je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci Jean-François. Content d'être parmi vous pour cette manifestation. On remercie bien sûr Jean-François de nous avoir invités à cette manifestation. Alors pour vous présenter un petit peu, nous on est dans l'océan Indien, moi je suis avec mes autres collègues, on est dans l'océan Indien. Donc la Réunion, je vais faire peut-être une petite généralité juste pour vous situer un petit peu, peut-être il y a ceux qui ne connaissent pas la Réunion se trouve aussi. Donc dans l'océan Indien, on est entre Madagascar et l'île Maurice. Donc la Réunion qui fait 2515 km² et on est à 900 000 habitants, pour 24 communes. Et donc nous à la Réunion, ça fait un petit moment qu'on est à notre syndicat qui s'appelle la CGPR, Confédération Générale Plantaire et Éleveur de la Réunion, où là on est majorité à la Réunion, par contre nous, et on est adhéré à la Fédération Paysanne depuis une vingtaine d'années déjà. Et nous on a eu pas mal de mandats jusqu'à maintenant où on a la Chambre d'agriculture, mais malgré tout, on a comme partout, on a de gros problèmes comme les autres îles, et puis en tant qu'îlien comme pour la plupart d'entre vous ici, on a ce gros problème foncier, parce que la Réunion 2515 km², 8000 agriculteurs, on a beaucoup de petites exploitations, où là aussi le problème c'était aussi à un moment donné les gars de la fédération, la FDSEA, leur politique c'était aussi de prendre toutes les petites exploitations, de regrouper et de mettre une seule personne, un seul agriculteur à la tête, ce qu'on appelle à l'époque, pas imagé, mais on disait ça les gros blancs. On fait un petit peu face à la colonialisme, mais c'était pas le blanc, couleur. Et donc on a fait monter au créneau à ce sujet et maintenant, comme partout, on a ce gros problème aussi d'importation. Parce qu'on est en plein de le bio. Vous êtes beaucoup dans le bio ici. Nous, on l'est aussi un peu. Mais on ne va pas faire l'hypocrite et chanter bio, bio, bio. Parce que là aussi, dans une île chaude, humide et tempérée, c'est une île ici, mais c'est un peu différent ce qu'on a là-bas. Et ce n'est pas évident de faire du bio. Parce qu'il y a beaucoup de petits malins. Il y a beaucoup aussi qui... c'est un peu la mode aussi. Il y en a qui en profitent de ce business pour dire on est bio à travers le magasin, sauf que c'est pas du bio et il nous sort pas mal de choses, c'est la connerie parce que en tant que paysan on sait la problématique pour faire du bio. Je dis pas que ça n'existe pas, on a du bio aussi, mais chez nous on parle beaucoup du raisonné parce qu'on est sensibilisé dans la lutte contre au niveau de l'environnement. On est dans une île et donc on a beaucoup de sources un peu partout, on a beaucoup de règlements vis-à-vis de l'Europe aussi, on est très très visé aussi. D'ailleurs il y a des choses aussi tellement qu'on est impacté par l'Europe, excusez-moi l'expression, mais nous on est emmerdé aussi avec toutes ces lois qui nous sortent et donc ce qui fait qu'aujourd'hui la plupart d'entre nous on est en conventionnel, mais on n'utilise pas autant de pesticides qu'ici. On essaie quand même, malgré tout, de pallier un petit peu à tous ces pesticides qui est utilisé aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui on a beaucoup de matières actives où ça fait plus de 10 ans qu'on retrouve sur le marché réunionnais, que c'est interdit. Mais moi qui bouge un petit peu, dans d'autres pays d'Europe, j'ai vu, on le voit toujours sur les étalages. Alors on n'est pas en Europe, à l'île de la Réunion, on nous enlève tout ça, il faut enlever, on dit telle matière active, ça ne doit plus exister, c'est interdit, on doit l'enlever de l'Europe. On est européen, on a toujours cette étiquette européen, donc c'est pas tout qu'il faut le faire.
Alors, quand je parle aussi, on a des gros problèmes, c'est aussi des problèmes d'importation. Parce que bien qu'on fait, peut-être pas tout le monde fait du bio, aussi dans le raisonné, mais on a la traçabilité. Surtout ça, la traçabilité. Et cette traçabilité, à La Réunion, on le voit partout. Il y a des produits de métropole, on arrive, il y a de la traçabilité. Mais dans d'autres pays européens, il n'y a rien. Et surtout, dans l'océan Indien, on est à côté de l'Afrique du Sud. Madagascar, où là, c'est 100 € le SMIC. L'île Maurice à 200 €. Alors là, c'est des containers d'oignons qui arrivent, de l'ail de Chine, énormément de choses où là, c'est politique, il n'y a pas de regard dessus. Alors c'est ça aujourd'hui aussi qu'on dénonce un petit peu, mais le combat continue avec la CGPR, donc on n'arrête pas. Et puis avec toutes les relations qu'on a avec la Fédération paysanne, avec Jean-François, je ne dis pas qu'on va arriver demain au résultat, mais on tient le coup. Voilà. En ce qui concerne Mayotte, nous, je pense que vous êtes au courant. Alors, tu parles plus fort. Je pense que vous avez tout le. D'après les nouvelles aujourd'hui, c'est ça ce qu'on parle dans les actualités, que ce soit télévisé ou la presse écrite. Non, le micro il n'anticipe pas. C'est toi qui faut enregistrer. Allez, Le micro il est juste pour tous ta voix. ensemble, tous ensemble. Si vous êtes au courant de la presse, Ouais. je ne peux pas crier, j'ai l'habitude de parler comme ça. Mais les gens, ils peuvent pas. Donc, si vous êtes au courant de la presse, je reviens dessus. L'actualité chez moi, c'est surtout dû à l'immigration. D'ailleurs, on fait partie de l'archipel des Comores. Donc du coup, on est envahi parce qu'on est le seul département dans le coin. Et c'est le 101e département français, mais c'est aussi le dernier département au niveau économique. Donc c'est le plus pauvre département de la France. On est soumis aux mêmes normes qu'en Europe, mais les autres côtés, les pays à côté, je dis que ce soit Madagascar, que ce soit le Sud, ils n'ont pas les mêmes normes que chez nous. Et nous, on subit ça en tant que paysans, on subit ça en plein pauvre. Pourquoi? Parce que tout, avec la coopération régionale, c'est ce qui tue le commerce local. Et chez nous, c'est immense parce qu'on a du poulet qui nous vient du Brésil. Excusez-moi, mais c'est vraiment de la merde, c'est pas du poulet. Une fois cuit, il reste que l'os. Le reste, c'est du gras dans la casserole. Vous voyez, et on a des carcasses qui nous viennent d'Afrique du Sud, c'est ça qui nourrit le peuple local. Les éleveurs ne vivent pas de leur métier. Aussi. Et on a aussi le souci aussi de certains produits, molécules qui sont interdits en Europe et ici en France, chez nous donc. Mais à côté, c'est permis, c'est autorisé. Utiliser des produits qui sont interdits chez nous. Donc, chez eux, c'est autorisé. Ils n'ont pas le même SMIC. Donc le coût social, c'est pas du tout pareil. Chez nous, on nous impose des taxes comme vous avez ici, quoi. Et ça met à mal pour le paysan. Il y a des vols, il y a l'insécurité, c'est surtout l'insécurité qu'on en parle ici, c'est l'actualité, hein, parce que récemment, jusqu'à lundi, il me semble, il y avait une réunion au niveau avec les politiciens de Mayotte, mais aussi des Comores pour parler justement de cette histoire d'immigration qui est massive et c'est envahissant pour nous. On ne vit pas, on survit. Le Mahorais ne dort ni le jour ni la nuit. Les maisons ils sont barricadées, il n'y a pas de maison avec des volets comme ça. C'est des barreaux qu'il y a derrière. On ne sort pas, on a un seul ici, c'est l'entrée et la sortie, c'est la même. Imaginez-vous vivre dans un pays comme ça et on est en France. C'est comme si l'État n'existait pas chez nous. On a l'État pour ce qui est des taxes, pour ce qui est des normes, pour ce qui est des devoirs, et non pour ce qui est des souverainetés, ça n'existe pas chez nous. Voilà, en gros, c'est ça. D'où, moi, le combat qui m'a mené ici avec Jean-François, d'ailleurs, merci pour l'invitation. Parce que le McDonald's, c'est la malbouffe. C'est un combat qui me concerne aussi. Ce n'est pas encore chez moi. Hein. Il n'y en a pas encore ce genre de trucs, mais ça risque d'y arriver. Et ça, c'est sûr. Parce qu'il y en a déjà à La Réunion. Donc, on s'attend bien qu'à ce qu'il y en ait aussi chez nous. C'est à côté. Hein. Voilà, c'est pour ça ma présence ici. C'est surtout contre ce genre de mouvement-là. Merci encore à tous.
Et merci pour l'accueil. Juste avant de te passer la parole, je voudrais juste vous faire prendre connaissance, pour certains certainement, d'un lien particulier qu'il y a entre Oléron et Mayotte, à travers le CPIE Marraine-Oléron, où certains sont peut-être au courant, ça fait des années qu'on travaille sur une démarche par rapport à la pêche à pied récréative, qui a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est un programme européen, etc., de façon à préserver la ressource. Et à Mayotte, il y avait un problème particulier de pêche à pied de subsistance, là pour le coup de réelle subsistance, c'était pas du loisir, avec une surexploitation du lagon. Et il y a quelques années, donc il y a une équipe de 2 salariés du CPIE qui ont essayé de leur transférer l'expérience qu'on avait chez nous sur le retournement des rochers, sur le respect des mailles, sur le respect des saisons de poissons et tout. Et donc quand on s'est connus, on a fait un petit peu le bilan de cette histoire et c'est vraiment positif parce que tu me disais qu'aujourd'hui tu peux manger des calamars qui font 1 mètre de long et tout. Donc voilà, là il y a un lien direct entre Oléron et Mayotte et ça c'est sympa de t'avoir ici aujourd'hui. Merci. Alors, oui, bonjour, Alex Bandou de la Guadeloupe. Donc je suis secrétaire général du syndicat UPG, c'est l'Union des producteurs agricoles de Guadeloupe, qui est affilié à la CONF depuis aussi une vingtaine d'années. Et donc le combat que vous menez là aujourd'hui, eh bien, c'est des combats que nous menons aussi chez nous, sauf que nous sommes déjà envahis par les McDo. Je pense que là aussi, il y a une vingtaine d'années, on a accepté le premier McDo et aujourd'hui, on les a tous. Hein. On a McDo, on a Quick, on a KFC, bref, on a tout le monde. Et donc, mais ça, à vous écouter parler, là, ça me ramène quand même à des choses et je me remets en question aussi pour beaucoup. Quand je dis je parle de mon pays. Et pourquoi? Parce que nous vivons nos contradictions en permanence. Pourquoi? Parce que nous trouvons des gens comme vous, comme moi, qui tous les jours dénonçons cette malbouffe. Et pourtant, McDonald's a pris une initiative il y a 2 ou 3 ans, la marche du cœur contre la drépanocytose. Et ce sont les mêmes personnes qui critiquent le McDonald's et qui acceptent le t-shirt du McDonald's, qui vont faire les 10 km et qui vont miser de l'argent dans une urne. Donc par conséquent, ça nous met face à nos contradictions. Donc je pense qu'il faudrait effectivement réfléchir de tout ça pour ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Alors je vais parler de mon syndicat, qui est l'UPG, qui est plus âgé que la Confédération Paysanne, puisque l'UPG a aujourd'hui 47 ans, et la Confédération Paysanne, c'est une trentaine d'années. Et donc, pourquoi l'UPG a vu le jour, c'est que nous étions un peu comme vous. Hein. Nous avions des syndicats qui dominaient, c'était la CGT, c'était la FDSEA, hein. Et donc avec une forme de collection à l'époque. Et donc, dans les années 60, les usines, hein, alors que nous avions pratiquement une trentaine d'usines à sucre sur le territoire guadeloupéen, les usines ont commencé à fermer. Et bien sûr, le foncier qui était autour de ces usines-là était vendu aux multinationales. La compagnie fruitière, par exemple, dont le siège est à Marseille, possédait des milliers d'hectares, donc rachetait. Et donc, dans les années 70, un groupe d'étudiants, ils étaient pour la plupart étudiants, c'était des intellectuels qui étaient étudiants ici en France, à Bordeaux, pour beaucoup des médecins, qui ont créé un syndicat qui était l'AGEC, c'était l'Association des étudiants guadeloupéens. Ensuite, il y a eu le GONG, certainement vous en avez entendu parler. Et donc, ces gens-là sont rentrés. Et avant mai 68, nous avons eu mai 67 en Guadeloupe, où il y a eu beaucoup de morts, puisque c'était la grève ça a démarré avec la grève des employés des ouvriers du bâtiment. Donc, il y a eu quand même pas mal de morts, déclarés peut-être une dizaine, une quinzaine, mais selon les dires des gens qui ont refusé de déclarer leur mort, on devrait tourner autour de la centaine. Donc, mai 67. Et de mai 67, ces gens-là vont faire une jonction avec 2 classes de personnes. Une classe qui n'existait pas encore, c'est la classe paysanne, puisque c'était les gros propriétaires briquets qui avaient le foncier. On avait de petits colons, mais ils vont faire une jonction avec cette catégorie d'individus-là. Ils vont faire une conjonction aussi avec l'Église, d'accord? Et de là va partir un grand mouvement dans les années 71. Ça va occasionner quoi? La création d'un premier syndicat qui est l'UTA, l'Union des travailleurs agricoles de la Guadeloupe. Et donc l'UTA négociait effectivement sur ce qui concerne les ouvriers agricoles
Et donc, arrivé dans une réunion, on leur a dit, mais vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas à la fois être des ouvriers et être des patrons, parce qu'ils étaient à la fois ouvriers et colons. Donc, ils ont créé là, dans la foulée, une année après, l'UPG, qui était l'Union des paysans pauvres de la Guadeloupe. Et de l'UPG qui a pris une telle ampleur sur le territoire, ils ont créé le syndicat le plus puissant, autonome de la Guadeloupe, qui est l'UGTG. Et c'est l'UPG et l'UGTG et la CGTG, parce qu'entre-temps, CGTG aussi a muté en CGTG, ils ont été logés, qui ont fait le mouvement social de 2009 en Guadeloupe. Et qui a eu de l'influence, je pense, sur quand même pas mal de régions dans le monde. Et donc, le premier combat de l'UPG a été effectivement de récupérer ce foncier-là. Et c'est comme ça qu'il y a une vague d'occupation qui s'opère sur le territoire guadeloupéen. Et donc aujourd'hui, l'État face à la résistance, c'est pour ça que je fais le lien avec vous, parce que ce n'est pas nécessairement un gros volume d'individus qui fait la révolution, ça parle le plus souvent de quelques têtes. Et effectivement, c'est l'histoire nous le dit de toute manière, c'est quelques personnes qui démarrent et ça prend forme. Et donc, face à l'ampleur de l'événement, l'État de l'époque a considéré l'action des occupations de terre comme étant une action politique et nous a donné une réponse politique parce qu'a utilisé une SAFER qui existait déjà mais qui était une coquille vide pour faire ce qu'on appelle une réforme foncière. Donc a récupéré ce foncier-là, tout le foncier, et a mis le foncier à disposition de l'agriculture. Mais sauf que la FDSEA de l'époque voulait absolument que ces terres-là soient vendues aux agriculteurs et mon syndicat avait refusé que les terres soient vendues, mais que ça reste dans le pot commun, ça reste le bien commun du Guadeloupéen. Et donc, sitôt que la personne qui part à la retraite part, eh bien, c'est un jeune qui prend la place. Et ça a eu quand même des effets, puisqu'on a interdit aussi que des terres qui soient libérées par telle ou telle grosse société soient achetées par des individus, mais achetées par une indivision. On a imposé ça et ça marche. Une indivision, conseil régional, conseil général, conseil départemental maintenant. Et donc, ce foncier-là aussi utilise la SAFER pour faire organiser les installations, mais nous, on a un droit de regard sur les installations. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons considérer que 80% du foncier agricole de la Guadeloupe appartient aux Guadeloupéens, ça qui n'est malheureusement pas le cas de la Martinique, où 80% du foncier agricole martiniquais appartient à 5 familles béquées. Donc, ce qui veut dire que nous considérons que dans les années 70-80, nous avons fait une révolution sur le plan du foncier. Donc ensuite, le combat aujourd'hui, c'est vrai que mon langage peut vous surprendre, mais nous sommes quand même face, même s'il y a eu la loi de la départementalisation de 1946, Mayotte c'est le dernier département français depuis 2015, mais nous ça fait quand même 46 ans, l'attitude de l'État français sur notre territoire reste une attitude comme si nous étions une colonie. Aujourd'hui, sur le territoire guadeloupéen, malgré que nous sommes un syndicat fort, de toute manière, le système s'arrange pour que jamais on ne gagne la chambre. Jamais. Nous l'avons gagné 2 fois, la FDSEA a fait 2 fois le recours et a gagné après. Et lorsque nous, on a fait des recours, par exemple, le dernier recours qu'on a eu l'occasion de faire, la dernière élection là, eh bien, bizarrement, le matériel de vote avait pris feu à la préfecture. Donc, vous comprenez bien que le système nous garde en état. Et le système a tendance aussi à nous créer des monstres. C'est vrai que nous voyons des gens, comme vous ne l'avez peut-être pas connu, mais Jean-François l'a bien connu, Alain Garadine et d'autres, ce sont des gens qui ont quand même une certaine capacité d'analyse. Ces gens-là, eh bien, ce sont des bêtes noires du système. Et en face d'eux, eh bien, on va créer des gens qui ne valent pratiquement rien du tout en termes d'analyse, il n'y a pas de profondeur, rien. Mais ces gens-là sont alimentés et donc par conséquent, sur le territoire européen, c'est un peu ce qu'on vit. Je pense qu'à Mayotte, c'est pareil. Ça sera pareil, si ça ne l'est pas déjà, mais à La Réunion, c'est pareil. À Martinique, c'est pareil. Il y a des gens qui sont là pour continuer à perpétuer un petit peu l'attitude coloniale sur le territoire. Pas nécessairement des Français, des franco-français, mais des gens comme nous, quoi, des autochtones. Et donc, c'est ça la triste histoire. Et donc, comme vous, à l'île d'Oléron aujourd'hui, nous avons des élus qui n'arrivent pas à se mettre au niveau. Moi, j'ai bien apprécié le maire d'ici, avec son short, avec sa chemise, jamais chez nous, hein, cravate. Hein. Cravate. Hein. Oui, il faut descendre dans la grosse bagnole là, et cravate climatisée et tout. Hein. Mais oui, c'est ça, on ne verra jamais ça, un maire comme ça chez nous. Et donc, ils iront à Londres. Ils verront, je ne sais pas, à Londres ou aux États-Unis, ils verront un pont suspendu comme ça,
On n'a pas nécessairement besoin de ça, mais il faudra qu'on ait ça chez nous. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, beaucoup d'aberrations et on vit dans la contradiction permanente. Et donc, le combat que nous menons n'est pas un combat vain. Nous continuons à le faire. Et d'ailleurs, l'intérêt d'être à la Confédération paysanne, c'est que ça nous fait un relais sur le national. Mais aussi, la Confédération paysanne étant à la Via Campesina, ça nous fait aussi un relais sur le plan international. Merci. Merci. Juste pour préciser, Via Campesina. Oui, vas-y, tu feras mieux que moi. Non, c'est important puisqu'il parle. C'est un syndicat international qui regroupe à peu près 200 millions. C'est le premier mouvement social. La Conf est moteur et adhérente à ECVC, qui est la branche européenne de la Via Campesina, le chemin des campagnes, littéralement. Et du coup, c'est le premier mouvement social au monde, présent sur tous les continents. C'est plus de 200 millions d'adhérents, que des petits paysans. Et très concrètement, c'est impressionnant. Moi, pour la première fois, il y a 3 semaines, j'ai été envoyé par la Via Campesina au Forum mondial de l'eau alternatif au Brésil, à Brasilia. Et donc, ils ont fait, ils appellent ça des mysticas. Donc, il y a eu la mystica des pauvres indigénos, la mystica des femmes et la mystica des mouvements internationaux qui étaient là. Et quand on arrive avec les bannières de la Via Campesina devant un auditoire de 4000 personnes, ça devient vite hyper émouvant, cacophonique, et ça dure, et ça dure, et ça dure. C'est un mouvement très, 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 très important qui sert de relais jusqu'à la FAO, parce que la Via Campesina est présente dans plein d'instances internationales, sur le droit à la terre, sur le droit des paysans, des paysannes, etc. On était avec eux mardi. Ah oui. Eh oui. Moi, je voulais juste poser une question à notre ami Mahorais, en fait, parce que c'est vrai que ces derniers mois, on a beaucoup entendu parler de Mayotte sur le problème de sécurité, tu l'as rappelé. Moi, j'étais curieux, en fait, je voulais savoir un petit peu, tu nous parles un petit peu de l'agriculture mahoraise, en fait. Quelle production on a à Mayotte, quelle surface, en fait, il y a proportionnellement par rapport à l'île de Mayotte sont cultivables, et puis aussi pour revenir sur le lien entre les citoyens et les paysans, quel regard ont les Mahorais sur leur agriculture, et est-ce qu'ils estiment que l'agriculture mahoraise c'est une chance aussi de développement pour l'île? L'agriculture à Mayotte, bien sûr, c'est un atout, parce qu'avant tout, c'était une agriculture vivrière. Toute famille avait son petite parcelle d'agriculture. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est en train de se professionnaliser au fur et à mesure, certes. Il y a beaucoup de problèmes, surtout au niveau foncier, parce que le foncier, c'est toujours pas réglé. Parce que malgré qu'on ait passé le département il y a quelques temps, c'est récent. Mais le foncier reste toujours un problème au niveau, parce que la plupart des terres agricoles restent propriété de l'État. Il n'y a pas de cadastre aussi. Il y a peu de terrains déclarés, bornés et déclarés. Les productions, qu'est-ce qu'il y a? Les productions, on a surtout des productions bananières, végétales. Il y a aussi, on fait de la volaille, on fait des œufs. Certes, il n'y en a pas assez, on aurait besoin, bien sûr, qu'il y ait des importations, mais pas dans le sens où ça se passe aujourd'hui avec la coopération régionale qui est un frein pour l'agriculture locale. Et on a aussi les épices, les lilangues, la vanille, le poivre, tout ce qui est des choses comme ça. C'est ce qui se développe le plus. L'ilangue, c'était en baisse il y a quelques années parce que ça rapportait quasiment plus rien. Et la vanille, pareil. Le poivre, c'est quasiment, là, ça rebondit. Pour ce qui concerne, par exemple, la vanille, c'est encore là, mais c'est peu par rapport à ce qui était avant. L'ilangue, tout simplement parce que les parfumeurs ici, ils préfèrent aller acheter à Madagascar ou au Comores, c'est moins cher, avec des produits très chers, parce qu'ils montent de l'huile de coco dedans, et ça augmente le taux jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la tricherie. C'est là qu'ils sont revenus à acheter à Mayotte. Récemment, il y avait Guérin, je crois, le parfumeur là, il avait acheté même des propriétés à Mayotte, mais on l'a viré parce qu'il employait des clandestins, et il est traîné, c'est un esclavagiste, sur le mot, le gars, c'est ce qu'il est, quoi. Et sur le lien des Mahorais par rapport à l'agriculture, est-ce qu'il y a beaucoup de marchés? Comment ça fonctionne finalement? Il y a des marchés partout. À Mayotte, dans tous les villages, il y a un petit marché.
surtout ce qui est légumes. Il y a des marchés un peu partout, mais on a le grand marché ouvert à Mambouzou. Mais on a tous les premiers samedis du mois au lycée agricole, c'est marché paysan. Donc c'est spécifique pour tous les producteurs, ils peuvent aller là-bas et vendre le produit. Bon, dans ce sens-là, ça marche très très bien. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser voilà. Des questions. Des questions, ouais. D'autres questions ou des questions à poser C'est les amis de la conf, hein. C'est la conférence de presse des amis de la conf. Hein. C'est ça, des amis de la conf. Non mais toi aussi tu peux parler aussi du lien peut-être des Guadeloupéens avec leur agriculture. Oui, moi ça nous intéresse tout ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Il y a une dizaine d'années, on a fait, disons un copier-coller, hein, des amis de la conf en Guadeloupe. D'ailleurs je vous donnerai les coordonnées pour faire la connexion avec eux. Et donc là-dedans, effectivement, on a créé ça s'appelle Cap Guadeloupe. C'est coup de main pour une agriculture. Coup de main, en fait, c'est l'entraide. Hein. C'est coup de main pour une agriculture paysanne en Guadeloupe. Et là-dedans, effectivement, c'est des gens qui jouent exactement le même rôle que vous, sauf qu'ils ne nous apportent pas encore de financement, mais ils nous apportent quand même beaucoup d'idées, beaucoup de soutien. Et ça nous a amené sur un congrès qu'on avait intitulé Agriculture et société, quel contrat? Parce que c'est exactement comme ça à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, je suppose, en Guadeloupe et en Guyane. C'est que nous n'avons pas de ligne politique, nous n'avons pas de vision politique. Nous naviguons à vue. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de dégâts, que ce soit sur le traitement des déchets ménagers, sur le transport, sur la santé, sur, bref, tout ce qui est normalement géré convenablement à la cité. Et donc, ces gens-là apportent beaucoup d'idées, nous aident effectivement dans la réflexion. Et là-dedans, la chance qu'on a, c'est que les gens ont adhéré, mais ce sont des gens qui composent la société. Il y a de tout, il y a des maçons, il y a des plombiers, il y a des intellectuels, il y a des gens de l'université, des chercheurs, des médecins, des avocats. Bref, ça permet quand même de toucher véritablement la composition de la société. De belles réflexions sont menées là. Et ça me donne un coup de main. D'ailleurs, le film qu'on a regardé hier soir sur l'alimentation dans les cantines, nous avons une manifestation à peu près similaire qui est Manger en nous, à l'école en nous, où les enfants ont choisi avec un directeur d'école une classe dans l'école. Les enfants vont dans le champ, vont faire une semaine dans le champ pratiquement, travailler, récolter, nettoyer. Après, on a un chef, des chefs le plus souvent cuisiniers, qui prennent ces enfants-là, mais il y a tout un dispositif administratif qui prennent ces enfants-là en cantine centrale. Ces enfants-là vont faire à manger pour l'école, pour l'établissement, et reviendra manger le midi avec les enfants, avec de petites conférences de ce type, mais avec un niveau quand même pour que ça soit compréhensible pour ces enfants. Ouais, des questions. Oui, si vous avez des questions. Oui, bonjour. C'est juste une petite question donc, au président des Amis de la COF. Donc les Amis de la COF, évidemment, soutiennent le projet de société large de la COF. Mais est-ce que vous, localement, ou sur d'autres départements, arrivent à être un lobby, justement, un groupe de pression auprès des pouvoirs publics pour que ces questions-là soient, on va dire, un peu plus prises en compte par les pouvoirs publics, et notamment dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, que ce soit les PLU ou les SCOT. Voilà. Est-ce que vous arrivez à au-delà des actions de soutien militantes sur le terrain ou de participer à des AMAP, à aller voir directement les décideurs en disant nous représentons en gros ce que veut la société. Alors, pour répondre sur le groupe de Charente-Maritime, très concrètement sur les PLU et les SCOT, aujourd'hui pour l'instant on n'a pas réussi à percer à ce niveau-là. Mais on réagit quand même aussi, on donne notre avis de citoyen, et j'ai un exemple en tête très parlant qui suit des serres hydroponiques. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, depuis quelques années, il y a des serres hydroponiques qui devaient se monter à Sainte-Gemme, et récemment il y a 8, alors c'était plus de 40 hectares, c'était les plus grandes serres hydroponiques de France qui devaient se monter. Bon, c'est un projet qui est encore un petit peu en stand-by, il y a des problèmes de financement, ça coûte très cher. Et il y a un de ces promoteurs-là qui refaisait une autre serre hydroponique du côté de Bougno, 8 hectares aussi. Et évidemment, cette agriculture-là, c'est une agriculture industrielle, c'est des tomates sur 11 mois sur 12, ça coûte très cher, ça fait
des légumes qui sont de faible qualité nutritive, de faible qualité gustative, et donc évidemment, c'est pas notre agriculture. Et nous, on a réagi effectivement dans la presse, on a fait des communiqués de presse, et on a exprimé l'avis des citoyens et des amis de la Confédération paysanne, et pas l'avis des confédérés en tout cas, sur ce projet de serre hydroponique. Effectivement, on s'y opposait, et on a expliqué pourquoi on était opposé à ça. J'en ai un petit peu parlé. Voilà. Et après, ce que je veux dire, c'est que nous, effectivement, on sait que les hommes et les femmes politiques au niveau des territoires locaux sont des gens aussi qui parfois installent des paysans ou des paysannes qui veulent aussi voir dans leur territoire s'installer des jeunes et qui ont des projets. Et effectivement, on a comme intention, en tout cas, nous, à la Confédération paysanne de Charente-Maritime, d'utiliser le livret de diagnostic de la culture paysanne, de démarche de la culture paysanne, et à chaque fois qu'on va sur un marché, qu'on va dans une commune, qu'on va rencontrer des citoyens, aussi aller rencontrer le maire ou les élus locaux et leur porter le livret de diagnostic de la culture paysanne pour leur dire c'est un diagnostic qui est utile aux paysans et aux paysannes pour avoir une vue d'ensemble sur leur ferme, les faire évoluer dans le bon sens, un sens économiquement intéressant, et d'aller vers des lectures biologiques, en tout cas une lecture beaucoup plus respectueuse, vers des cercles vertueux. Mais aussi, c'est aussi des outils qui sont très utiles aux décideurs locaux et effectivement qui pourraient s'inscrire, dans un certain nombre d'éléments pourraient s'inscrire dans des SCOT ou des PLU. Donc ça effectivement, c'est dans nos projets et on y croit vraiment très fort. Et je pense que voilà, faire évoluer le modèle agricole, c'est la question des citoyens, c'est la question des paysans, mais c'est aussi aller aussi vers les élus locaux et autres. Voilà, ça me semble très important. Donc effectivement, on va essayer d'y arriver, on va essayer de faire petit à petit progresser. Mais là, en ce moment, on développe le lien avec les citoyens et les paysans, parce que c'est vrai, l'agriculture, c'est un petit peu compliqué. On faisait des circuits longs, des circuits courts, différentes productions, végétales, animales, et il y a un certain nombre de normes qui ne sont pas les mêmes. Et tout ça, le citoyen a aussi besoin de s'en emparer, d'avoir des exemples aussi en tête et d'évoluer aussi dessus. Et je pense que les hommes et les femmes politiques sont attentifs aussi, en tout cas, à l'évolution de leurs citoyens et à l'attitude qu'ont leurs citoyens ou leurs électeurs vis-à-vis des agriculteurs, enfin des paysans, des paysannes locaux, quoi. Et voilà. Et peut-être que Michel peut en parler au niveau national aussi, voilà, sur 14h. Oui, il est 14h, donc on va devoir arrêter. Bon, je peux répéter un peu les mêmes choses au niveau national. Dans plusieurs régions, on arrive à peser sur les décisions politiques, à condition qu'on sache s'unir entre nous, quoi. C'est-à-dire paysans, citoyens, différentes autres associations. Pour la campagne que nous sommes en train de lancer, la Décidons de notre alimentation, on est en train d'interpeller aussi les syndicats ouvriers, parce que l'alimentation, ça concerne tout le monde. Donc on est en train d'essayer de se renforcer les uns les autres et de s'unir pour agir ensemble, parce que sinon, surtout par rapport à certains élus, et là je ne parle pas de Luce, mais on a affaire dans beaucoup de villes, surtout les grandes villes, à des élus qui ne pensent qu'à une chose, c'est être réélus, quoi, c'est tout. Donc ils sont souvent sous la coupe des grosses entreprises, des multinationales, etc., etc. Donc c'est vraiment un combat que nous devons gagner, mais à la seule condition de s'unir avec d'autres organisations, quoi. Voilà, alors ça vient petit à petit, mais c'est difficile parce que quand on a les débats, on a eu plusieurs débats sur la démocratie alimentaire, il y a beaucoup de citoyennes et de citoyens qui ont du mal à se rendre compte qu'ils n'ont aucun pouvoir sur leur alimentation, quoi, hein. Et ne serait-ce que par rapport à nos enfants, c'est pour ça qu'ici la lutte contre McDo nous paraît pas seulement symbolique, hein, mais très très importante. Voilà, parce que nos propres enfants ou nos petits-enfants, pour les plus âgés, sont sous la coupe de la publicité, des grands médias, qui appartiennent toujours au même monde, hein, aux mêmes gens. Donc voilà ce que je répondrai. Mais dans certaines villes, et dans de plus en plus de villes, les choses avancent effectivement grâce à des citoyens qui se remettent debout, qui s'unissent et qui exigent une véritable démocratie, et pas seulement sur le plan alimentaire. Voilà, donc on va mettre fin à cette conférence, et puis oui, exactement, j'allais le dire justement, j'y pensais, et j'allais vous inviter à venir prendre un peu de documentation sur notre stand qui est juste derrière, là, aux amis de la conf, et à prolonger ces débats, ces discussions ensemble. Voilà. Je